Alors, bonjour, chers auditeurs et auditrices du débat du jeudi. Donc, nous sommes de retour pour pouvoir décortiquer encore une fois l'actualité au niveau du continent africain. Aujourd'hui, c'est un spécial Mali. Donc, je serai avec deux grands Maliens, à savoir Amadou. Bonjour, Amadou. Bonjour, Kekeli. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Oui, je vais très très bien, Dieu merci. Merci beaucoup. Et de l'autre côté, nous aurons aussi Thierry. Bonjour, Thierry. J'espère que vous allez bien. Bonjour, Kekele, je vais bien et vous? Je vais bien également, merci beaucoup. Donc, à la régie, nous aurons Tchabio, à la régie qui va nous accompagner pour le débat du jeudi d'aujourd'hui. Alors, encore une fois, merci beaucoup à tout le monde. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet parce que c'est le sujet d'actualité, c'est le sujet brûlant présentement sur le continent africain, à savoir le Mali. Alors, comme vous le savez, chers auditeurs et auditrices, nous allons décortiquer l'actualité du Mali. Nous allons commencer par Amadou. Vous allez nous dire en réalité qu'est-ce qui se passe au niveau du Mali. Merci beaucoup de m'avoir invité à ce débat. Vous avez posé la question à savoir ce qui se passe réellement aujourd'hui au Mali. Ce qui se passe au Mali aujourd'hui, c'est la suite de ce qui s'est passé en 2018, en 2020, au 18 août 2020, suite à un coup de force qui s'est déroulé lorsque les militaires sont venus mettre fin au pouvoir qui était en place à l'époque, à savoir le pouvoir de l'IBK. Donc, en gros, pour vous répondre justement à votre question, c'est que les attentes de la population n'ont pas été à la hauteur et il y a eu des choses aussi qui se sont passées au sein de l'appareil politique au Mali. Donc, ce qui nous a poussé justement à aller vers ce coup de force que vous avez constaté il y a à peine quelques jours et qui a fait que justement on se trouve encore à la case de départ. Donc, si nous comprenons bien, c'est ce qui se passe réellement au Mali présentement, c'est tout juste parce que la classe politique n'a pas encore compris le désir du peuple, c'est ça? Au fait, c'est pas seulement la classe politique. Je pense que même les militaires aussi, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que c'est les militaires qui sont au pouvoir. Même si quand même on avait constaté au sein du gouvernement malien certains acteurs politiques qui y participaient, mais en réalité, si vous ne réglez pas les problèmes au fond, les mêmes faits produiront toujours les mêmes effets. Donc, c'est ça qui se passe. À chaque fois, on tombe toujours dans les coups d'État parce qu'on ne règle pas les problèmes au fond. Donc, si vous ne réglez pas le problème au fond, ça ne finit pas. On va toujours se retrouver en train de faire des coups d'État. Donc, ça, c'est pas vraiment bien. Je pense que cette fois-ci, j'espère bien qu'ils vont comprendre justement les vrais enjeux du pays et qu'ils vont aller vers les solutions réelles. Alors, tiens, l'arrestation du président et du Premier ministre, qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, merci tout d'abord de m'avoir invité de nouveau sur votre plateau, le plateau du débat du jeudi. L'arrestation du président de la transition, qui est la personne de Bandao, est un indicateur pour nous. C'est un indicateur dans le sens où nous avons vécu la succession des événements au Mali. Et ceci nous démontre clairement que la mission qui avait été confiée par les militaires au président de la transition, Bandao, n'a pas abouti dans le bon sens. Je pense que, à mon point de vue, le président de la transition aurait commis quelques erreurs durant le début de cette transition. À ne pas oublier qu'il est venu au pouvoir après un coup d'État. Et ce coup d'État, après cela, il y a eu un consensus qui a été organisé entre les différents leaders politiques, et que ce soit les leaders sociaux ou d'autres
appartenant à certaines tendances. Donc, le président, lorsqu'il a été élu, il n'a pas été élu, lorsqu'il a été choisi, il a été choisi par des militaires. Et quand vous êtes choisi par des militaires, donc vous venez avec des militaires pour pouvoir gérer la situation politique du pays et la situation sociale également. Donc, ça a été une erreur de son côté lorsqu'il avait pris la décision de dissoudre son gouvernement, le premier gouvernement qu'il a eu à former avec son premier ministre Mokhtar Ouane, et sans pour autant consulter la junte, il a été contraint de former un nouveau gouvernement. Donc, après la dissolution du premier gouvernement. Et en formant le deuxième gouvernement, il a écarté certains leaders du coup d'État, on va dire comme ça, parce que le premier coup d'État, c'était des militaires. Et quand vous voulez gérer un pays après un coup d'État, vous devez certainement travailler avec les acteurs du coup d'État. Mais si vous essayez de mettre à l'écart les auteurs du coup d'État, ceci va certainement amener un mécontentement. Je pense que c'est de là que tout est parti et de la manière dont le président et son premier ministre de la transition ont été arrêtés. Ceci montre déjà qu'il n'y avait pas autant de légitimité en ces deux personnalités, puisqu'il n'y a eu aucun mouvement de contestation vis-à-vis de leur arrestation. Donc, c'est justement la suite des événements qui n'ont pas marché entre les leaders de la classe politique et ceux qui ont engendré ce coup d'État et également les leaders sociaux qui avaient leur implication dans ce processus. Je pense que c'est tout simplement cela. OK. Maintenant, dites-nous, est-ce qu'on peut parler d'un coup d'État dans un coup d'État? Le terme coup d'État dans un coup d'État a été évoqué par le président Emmanuel Macron. Sachez bien évidemment que le coup d'État, c'est un renversement par la force d'un pouvoir, que ce soit un pouvoir politique, mais généralement c'est basé sur la force. Et on a vécu déjà un coup d'État en 2020, en août 2020, il y a l'ancien président de la République du Mali, la personne de M. Ibrahim Boubacar Keïta, avait été forcé à quitter ses fonctions. Tout le monde le sait, c'était un coup d'État. Oui, et par la même occasion, s'il y a eu un autre président de la transition qui a été choisi par les militaires pour diriger la transition et que ce dernier également se trouve écarté par la force, peu importe la terminologie qui sera utilisée, ce sera aussi considéré comme un coup d'État. Donc, logiquement, certains peuvent dire que c'est un coup d'État dans un coup d'État, ils auront raison. D'autres peuvent dire également que c'est juste la suite ou le redressement de ce qui n'a pas fonctionné après le premier coup d'État. Merci beaucoup, Thiago, pour votre analyse là-dessus. Alors, on revient vers Amadou. Dites-nous, est-ce que cet événement ne complique pas la situation au niveau du Mali? Effectivement, oui, bien sûr, parce que déjà, quand on parle de coup d'État dans un coup d'État, c'est que il y a toutes les mesures aujourd'hui qui sont en train d'être examinées, à savoir sanctionner le Mali. Et ça va vraiment compliquer la tâche, parce qu'on en a subi déjà des sanctions lors des premiers coups d'État, le 18 août 2020. Et ces sanctions nous ont vraiment pénalisés. Et si aujourd'hui, on est en train d'envisager encore une autre sanction, je pense que ça va encore, alors que la situation est très mauvaise, très catastrophique sur tous les plans, je pense que on fera vraiment mieux d'éviter vraiment toutes ces sanctions. Je pense que pour éviter ces sanctions, pour l'instant, le Conseil de sécurité de l'ONU a quand même condamné ce qui s'est passé, mais heureusement que rien n'a été pris comme décision au niveau des sanctions.
et on s'en félicite pour cela. Dites-nous, Amadou, quelles sont réellement les intentions du colonel Koïta? Quelles sont réellement ces intentions? Bon, au fait, chacun a son point de vue justement sur cette question-là. Mais moi, je pense que ça, c'est mon point de vue. Les intentions du président actuel, du vice-président actuel, l'homme fort actuel du Mali, parce que c'est lui qui a le contrôle. Et ses intentions, c'est vraiment le redressement du Mali. Et je ne pense pas que c'est quelqu'un qui a vraiment des intentions, qui a un agenda caché à lui-même, je ne pense pas. C'est tout simplement qu'il veut le redressement du pays, qu'il veut le redressement de l'armée. Parce que depuis fort longtemps, l'armée se trouvait dans des situations chaotiques. Et l'armée se trouvait toujours dans des situations. Et ça, c'était vraiment la faute des politiques qui n'ont pas su gérer l'armée comme il le fallait. Et il y a d'autres points, je pense qu'il essaie aussi de se protéger. Il faut que la classe politique malienne comprenne que malheureusement, on ne peut pas écarter les militaires de la scène politique aujourd'hui. On doit gérer le pays avec eux. Et c'est ce que le président Bandao avait essayé d'écarter les militaires. Et ça ne peut plus passer. On n'est plus dans les époques où, quand on fait un coup d'État, on arrête les protagonistes et on les met en prison. Voilà. Donc, c'est un peu ça, justement. On retourne vers Thierry. Alors, dis-nous, Thierry, quelles sont, selon vous, les intentions réelles du colonel Koïta? Est-ce que vous pensez qu'il veut vraiment être un président? Les intentions du colonel Assimi Goïta, je pense que sont claires depuis, après avoir fait orchestrer le coup d'État avec les militaires. Il disait de ne pas avoir d'intention de rester. Mais c'est tout à fait logique que lorsque vous faites un coup d'État, que vous allez essayer de pouvoir gérer politiquement le pays au point où nous en sommes actuellement. Comme vous êtes déjà au courant, la crise sécuritaire au nord l'impose. Donc, logiquement, ils sont là pour pouvoir gérer la transition. Mais je n'ai pas vu nullement, en aucune manière, son intention de pouvoir rester au pouvoir et vouloir se candidater pour être président de la République. Je pense que les Maliens aussi ne sont pas prêts pour cela. Et comme vous pouvez le savoir, vous devez le savoir, il y a une charte de transition qui a été rédigée. Et d'après la charte de la transition, tous ceux qui ont participé à la gestion politique de cette transition ne seront pas éligibles à se présenter aux élections présidentielles. Donc, il n'y a nullement pas de doute là-dessus. Même si ça devait être le cas, il va falloir modifier la charte de la transition. Et pour le faire, ça doit passer par le Conseil national de la transition, qui est l'organe législatif actuellement. Et il faudra également que ce soit validé par... Je ne pense pas que ça va aller... au-delà de tout cela. Donc, logiquement, je ne vois pas M. Assimi Goïta briguer la présidente de la République de nouveau. Non, je ne vois pas ça. Effectivement. Alors, dis-nous, Tiano, regarde, au niveau du nord du Mali, il y a des djihadistes qui se sont installés au niveau du nord du Mali. Vous ne pensiez pas que normalement le rôle de l'armée, c'est de s'installer aussi au niveau du nord et puis de régler cette situation au niveau des djihadistes que de venir à chaque fois faire un coup d'État de renverser le pouvoir en place. Très bonne remarque, très bonne question également. Et le rôle de toute armée, c'est d'avoir la sécurité. Donc, d'assurer la sécurité des personnes et des biens, l'intégrité sécuritaire de la nation. Mais c'est risquant de voir le militaire qui porte des armes et s'est mêlé de la gestion politique du pays. Ce n'est pas son rôle régalien, tout le monde le sait. Et moi, je pense, à mon avis, sincèrement, après cette transition, normalement, cette transition, elle devait être à la fois politique et militaire. Militaire dans le sens de la sécurité. Les militaires qui avaient engendré le coup d'État contre l'ancien président Ibeka devraient, après justement avoir mis un président de la transition, s'occuper de la question de sécurité. Parce que qu'est-ce qui nous a amenés ici
c'est les conséquences des mauvaises élections qu'on a eu à vivre après 2012, après le coup d'État de 2012 et également en 2018. Ceci montre clairement que la politique malienne a failli à sa tâche, les politiques surtout, les hommes politiques. Donc, après le coup d'État, donc, qui vraisemblablement doit être dirigé par les militaires et la classe politique, ils doivent s'entendre, mais les militaires, avec les djihadistes, on le sait, le Mali n'a plus de contrôle sur quasiment la totalité de son territoire. Donc, la priorité, tout le monde le sait logiquement, pas besoin d'être un président de la République pour savoir que le Mali a plus besoin de la sécurité aujourd'hui. Cette sécurité ne passe pas forcément par la guerre, non. On peut faire des concertations. Bon, je pense que c'est cette question principale qui était également au cœur du départ du président Bandaou récemment, puisqu'il et son premier ministre d'ailleurs, ils étaient en train d'essayer de faire la sécurité sans les acteurs de la sécurité, c'est-à-dire le ministre de la Défense et celui de la sécurité. C'est tout à fait logique. Et à mon point de vue, si ça ne tenait qu'à moi, les généraux n'ont pas leur place dans les administrations. Le cas du Tchad nous inspire. Au Tchad, des colonels, des généraux, des hauts cadres de l'armée sont descendus sur les terrains. Effectivement, nous allons revenir sur cette situation au niveau du Tchad. Donc, on retourne vers Amadou. Alors, Amadou, on a entendu le président français qui évoque la situation du Mali comme un coup d'État, mais par contre, au niveau du Tchad, on a eu presque la même chose, mais on ne voit pas la France parler trop d'un coup d'État au niveau du Tchad, mais par contre, au niveau du Mali, on entend Emmanuel Macron qui parle du coup d'État. Selon vous, qu'est-ce que Emmanuel Macron est en train de cacher par rapport à la vision vers le Mali? Merci vraiment pour cette question. Je pense que c'est deux poids, deux mesures de la part du président Emmanuel Macron qui, par ailleurs, justifie justement ce qui s'est passé au Mali comme un coup d'État, mais au Tchad, ce qui s'est passé, c'est tout à fait normal, on n'en dit rien. Je pense que c'est juste une question d'intérêt. La France, au fait, moi, pour vraiment répondre à ta question, la France, le but de la France, ce n'est pas vraiment de défendre la démocratie, non. C'est pas la démocratie, c'est là où se trouve vraiment leur intérêt qu'ils justifient telle ou telle action de coup d'État ou bien de quelque chose qui est normal. Donc ça dépend de ce qui dénonce le jeu politique stratégique dans la région, dans la sous-région. Sinon, en réalité, ce qui s'est passé au Tchad aujourd'hui, c'est vraiment un coup d'État institutionnel parce que selon la constitution du Tchad, lorsque le président actuel n'est plus à sa fonction, n'est plus au contrôle, effectivement, il est demandé au président de l'Assemblée nationale d'assumer justement l'intérim. Ce qui n'a pas été le cas, on voit toujours les militaires au pouvoir, mais là, personne, ni la communauté internationale, ni la CEDEAO, personne ne pointe du doigt à ce qui s'est passé justement au Tchad. Mais par contre, pourquoi aujourd'hui tout le monde est cible? Parce qu'il y a une question d'intérêt au Mali. La France aujourd'hui ne veut pas perdre le Mali. La France, dans sa mission de défense au Mali, a complètement échoué. Donc, depuis combien d'années ils sont présents sur le sol malien, et cela n'empêche pas les exécutions des djihadistes aux populations du Nord, et cela n'empêche pas l'insécurité grandissante au Nord. Donc, à quelque question qu'aujourd'hui, quand on fait le bilan de la présence française au Mali, on trouve que le bilan est catastrophique. Donc, aujourd'hui, on a fait le bon diagnostic de constater aujourd'hui qu'on fera mieux l'affaire justement avec la Russie qu'avec la France. Donc, c'est ça, tout ce qui justifie aujourd'hui la frustration de la France. Aujourd'hui, on remarque au niveau du Mali que à chaque fois que le Mali veut construire, à un moment donné, il y a un coup d'État qui survient et ça repasse encore au niveau de la reconstruction là-dessus. Vous ne pensez pas que le Mali est en train de faire du surplace?
Votre question, c'est de savoir est-ce que le Mali n'est pas en train de faire du surplace? Vous savez, à chaque fois quand il y a une éruption des processus démocratiques, effectivement, ça freine un tout petit peu l'économie du pays. Mais je pense que ce qui est essentiel, c'est toujours essayer de trouver une bonne sortie des crises. C'est-à-dire une bonne sortie de crise, c'est de faire en sorte que on ne se retrouve plus dans des situations pareilles, vraiment régler les problèmes au fond, essayer justement de résoudre les problèmes auxquels les Maliens sont confrontés, à savoir la sécurité, l'intégrité territoriale du Mali, la menace djihadiste. Vraiment, il faut vraiment poser ces bonnes questions-là. Sinon, nous savons tous qu'à chaque fois, un coup de force a des conséquences néfastes sur l'économie du pays. Un pays comme le Mali, qui est quand même fragile économiquement, avoir ce genre de coup de force, ça peut vraiment nous conduire dans l'impasse. Donc, il faut vraiment essayer de sortir de cette situation. Alors, donc, tiens, nous, on va y aller rapidement. Donc, comme je disais, nous sommes presque à la fin de cette première partie au niveau du débat de jeudi consacré uniquement au niveau du Mali. Donc, vous allez nous dire votre mot de fin au niveau de cette jeunesse malienne, s'il vous plaît. Merci pour la question. Je passe à une situation qui est exceptionnelle. Et pour moi, l'essentiel, c'est vraiment tous de se rassembler autour de la même table, que ce soit les forces militaires qui ont orchestré le coup d'État contre le président, l'ancien président Ibeka ou contre le président qui ont arrêté et démis de ses fonctions le président de la transition. Tout le monde doit et c'est ce qui a failli d'ailleurs avec le précédent gouvernement qui n'avait pas pris toutes les mesures pour pouvoir amener la tranquillité sur la scène politique. Et le message que j'ai, surtout à nos leaders, ceux qui vont continuer le reste de cette transition, c'est vraiment de tout mettre en œuvre pour éviter le piège dans lequel nous sommes tombés. Vous avez posé la question à M. Ndiaye. Nous sommes en train de partir sur une répétition. C'est quelque chose de déjà vu. Toujours, on est avec des coups d'État qui sont continuels. Et cela fait peur. Cela fait peur pour la tranquillité et pour le développement d'un pays. Parce que nous, avec ces différents coups d'État qui sont perpétués, à chaque fois que une force, que ce soit les forces politiques ou les forces militaires, ne sont pas satisfaites, cela doit nous interpeller. Et pour essayer d'arrêter ces coups de force, ces coups d'État, nous devons mettre dans notre constitution une loi qui va nous permettre ou bien qui va permettre à la population de décider si jamais le président ou telle autorité ne joue pas très bien son rôle. Donc, il doit avoir une loi qui va permettre à la population, aux citoyens maliens, de se faire entendre. Merci beaucoup, Thierry, pour votre analyse par rapport à cela. Encore une fois, merci beaucoup de participer au débat du jeudi. Comme je vous l'avais dit, c'est juste une première partie. Nous allons suivre l'évolution de la situation au niveau du Mali et faire d'autres émissions là-dessus. Alors, on va terminer tout juste avec Amadou. Amadou, en quelques minutes, juste votre mot de fin au niveau de cette jeunesse malienne, s'il vous plaît. Pour le mot de conclusion, je dirais tout simplement que l'heure est au rassemblement. Plus besoin de querelles partisanes, car le Mali aujourd'hui fait face à des multiples difficultés sur le plan économique, sur le plan sécuritaire. Donc, il faut vraiment se rassembler. Je pense que ça a déjà commencé, c'est très important. Et aujourd'hui, les Maliens doivent se donner la main, doivent se parler et doivent se mutualiser. Donc, il est important que tout le monde se rassemble, disons,
et qu'on essaye de voir qu'est-ce que le Mali peut devenir dans les jours à venir. Justement, c'est très crucial. Donc, c'est ça vraiment mon mot de conclusion. Merci. Merci beaucoup, Amadou, pour votre participation du débat de jeudi. Et merci aussi à Pierrot. Voilà, donc nous sommes arrivés maintenant à la fin de cette émission au niveau du débat de jeudi consacré uniquement au niveau du Mali. Et nous allons revenir encore là-dessus. Encore une fois, merci beaucoup, cher internaute. On se dit à la prochaine. Merci et bye bye. Merci.